Bien, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus pour aborder le problème de l'Inde. Évidemment, c'est un pays majeur, vous le savez déjà. Beaucoup d'entre vous sont déjà allés dans ce pays, je crois. L'Asie, évidemment, est à la mode maintenant. Il faut avoir présent à l'esprit, avant de parler de l'Inde, que l'Inde plus la Chine, ça fait 40% de l'humanité. On ne peut donc pas se désintéresser de ces deux pays majeurs. Alors je vais vous parler de l'Inde. Dans un premier temps, je vais essayer de voir quels sont les points forts de l'Inde qui pourraient faire penser que l'Inde est déjà une grande puissance, régionalement ou mondialement. Et puis dans une deuxième et dernière partie, je parlerai au contraire des points faibles de l'Inde. Et en conclusion, on fera un bilan. Est-ce que l'Inde est vraiment une grande puissance ou est-ce qu'elle le sera plus tard? Mais auparavant, je voudrais dire quelques mots seulement de la notion de puissance. La puissance est évidemment quelque chose de relatif et qui peut ne pas durer dans le temps. On est puissant par rapport à ses voisins, quand on est un État. On est puissant par rapport à des pays le plus lointains, mais on n'est pas puissant tout le temps et on n'est pas puissant dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels, etc. Alors la puissance, d'abord, se définit comme la capacité d'agir à sa guise, de ne pas subir de pression extérieure et éventuellement d'imposer aux autres sa volonté. Alors évidemment, cette définition est peut-être contestable, mais c'en est une parmi d'autres. On distingue généralement deux sortes de puissance. La puissance douce, en anglais soft power, et la puissance dure, hard power. Alors la puissance douce, ça consiste tout simplement à essayer de convaincre les gens sans contrainte. La puissance dure, au contraire, il s'agit de convaincre les gens éventuellement par la contrainte. Et puis on parle aussi parfois d'une autre forme de puissance, la smart power, puissance élégante, pourrait-on dire, qui est en fait une combinaison des deux, soft power et hard power. Mais je ne vais pas m'aventurer plus longtemps dans la définition de cette notion de puissance, ce n'est pas du tout le sujet de mon exposé ce soir. Donc je vais vous parler d'abord des forces de l'Inde qui pourraient permettre de penser que c'est une puissance. D'abord, l'Inde a un passé prestigieux, c'est connu. Les chiffres que l'on dit arabes sont en réalité d'origine indienne, et en particulier le 0. Je sais que certains le discutent, mais la plupart des experts disent que le 0, effectivement, a une origine indienne. Et puis, il y a eu un théoricien de la pensée politique qu'on appelle Kautilya ou Chanakya, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un prédécesseur de Machiavel, qui a vécu bien des siècles après. Et Chanakya, ou Kautilya, a fait un livre remarquable qu'on appelle l'Arthashastra, qui est en fait un traité de sciences politiques. Et puis, il y a eu des universités célèbres dans le sous-continent indien. Nalanda, d'abord, qui se trouve dans la province indienne du Bihar. Et puis il y a eu aussi Taxila, une université bouddhiste qui se trouve aujourd'hui au Pakistan. Mais tout ça, c'est le monde indien. Cette excellence de l'Inde, finalement, se perpétue de nos jours dans le domaine universitaire. Il y a en Inde ce qu'on appelle les Indian Institute of Technology et les Indian Institute of Management. Ce sont des établissements d'élite et beaucoup d'écoles occidentales prestigieuses ont des partenariats avec ces instituts, ce qui montre bien l'importance de ces instituts. Si je rappelle ces faits du passé, si je rappelle l'histoire prestigieuse de l'Inde d'avant, c'est que cette idée a toujours imprégné les élites indiennes. Quand je rencontre des Indiens, en particulier des jeunes, je suis frappé de voir leur enthousiasme. Et ça contraste peut-être finalement avec les difficultés que nous pouvons rencontrer en Occident. Les Indiens, pas tous bien sûr, mais les jeunes en particulier, font preuve d'un grand optimisme. Peut-être pas toujours justifié, mais en tout cas, il est là. Et je crois que ce désir de puissance a pour origine le passé prestigieux que je viens d'évoquer. Passé prestigieux, donc, civilisation multimillénaire. L'Inde est connue par sa soft power, je le disais, sa littérature, son cinéma,
sa culture, ses danses, sa médecine traditionnelle ayurvédique, son yoga, sa cuisine. Il y a des restaurants indiens partout dans le monde. Il y a maintenant une journée mondiale du yoga qui a été lancée par le Premier ministre Modi lorsqu'il est venu ici à l'UNESCO. Et chaque 21 juin, il y a une journée mondiale donc, du yoga. Les arts contemporains se développent également. Et puis des Indiens ont reçu le prix Nobel. Je citerai Amartya Sen, par exemple, qui a eu le prix Nobel d'économie en 1998. Des scientifiques d'origine indienne qui vivent souvent aux États-Unis ont reçu des distinctions scientifiques prestigieuses. Tout cela, finalement, confère à l'Inde une notoriété certaine, mais n'en fait pas une grande puissance. Car en définitive, la véritable puissance, c'est celle qui relève de la puissance dure, la hard power. Alors, au point de vue hard power, il faut voir la position géographique de l'Inde. Sa position l'avantage au centre des rivages nord de l'océan qui porte son nom et lui donne un avantage particulier du fait qu'elle possède deux archipels, l'un à l'ouest, les Lacs-Dives, que vous voyez sur la carte, et l'autre à l'est, les Andamans et Nicobar, en face de la Birmanie. Donc, position géographique extrêmement favorable. Ceci lui donne à l'Inde une zone économique exclusive de 2 millions de kilomètres carrés, riche en ressources pélagiques et peut-être en nodules polymétalliques. Sa superficie terrestre est de 3 300 000 km², ce qui la place au 7e rang mondial. Sa population également est un facteur de puissance. 1,3 milliard d'habitants. Comparé avec l'Europe, ça va être 3 fois plus à peu près. Cette population est en augmentation constante et dans quelques années, peut-être une décennie, l'Inde sera, en matière de nombre d'habitants, l'État le plus peuplé du monde devant la Chine. Il y a donc là une fenêtre d'opportunité qui se manifeste, à condition, bien entendu, que l'Inde tire profit de ceci en éduquant convenablement sa jeunesse et en développement des activités génératrices d'emplois. En matière d'économie, l'Inde a des pôles d'excellence. L'industrie nucléaire, par exemple, spatiale, informatique, pour la création de logiciels, la biologie, l'industrie pharmaceutique, qui est connue surtout pour la fabrication de médicaments génériques, qu'elle exporte d'ailleurs surtout en Afrique. Certains de ces ingénieurs participent à des grandes réalisations scientifiques mondiales, comme le réacteur expérimental thermonucléaire international, en anglais en abrégé ITER. La NASA américaine souhaite coopérer avec l'équivalent indien, l'Indian Space Research Organization, pour une exploration commune de la planète Mars. Il y a également des liens avec l'Agence européenne de l'espace. Ceci montre que finalement, dans le domaine de l'espace, l'Inde compte. Il y a 2 plateformes technologiques importantes en Inde, Bangalore et Hyderabad. Bangalore est la capitale du Karnataka et Hyderabad, la capitale du Telangana. À ces 2 plateformes technologiques s'ajoute évidemment New Delhi, la capitale politique, et Mumbai, la grande métropole économique et financière. Beaucoup de grandes compagnies occidentales s'installent en Inde où existe la matière grise. Les pays développés prennent désormais l'Inde au sérieux. Sur le plan économique, l'Inde se situe au 3e rang en Asie, après la Chine et le Japon. Elle devancera le Japon d'ailleurs dans quelques années. Elle représente la 8e économie mondiale, mais la 4e en matière de parité de pouvoir d'achat. C'est la 4e puissance agricole du monde, la 12e puissance industrielle. La croissance économique est supérieure à 7%, c'est-à-dire légèrement supérieure ou à peu près équivalent au pourcentage que connaît la Chine. Et bien sûr, la Chine a beaucoup d'avance par rapport à l'Inde, on le sait bien. Les exportations de biens et de services ont explosé. Les ventes de produits manufacturés augmenteront également, car les coûts de production sont maintenant nettement inférieurs à ceux qui existent en Chine. Il y a donc là
une possibilité pour l'Inde de devenir, en plus du bureau du monde qu'elle est dans une certaine mesure, un atelier du monde. Il y a des entreprises indiennes, familiales, mondialement connues, qui réussissent non seulement en Inde, mais à travers le monde. Je citerai Tata, Birla, Reliance, Infosys, Wipro, Mahindra et Mahindra, et beaucoup d'autres encore. Suzlon, par exemple, dans le domaine de la construction d'éoliennes. Ces firmes indiennes rachètent parfois des firmes occidentales. Des compagnies indiennes, par ailleurs, exploitent des mines à travers le monde, de fer, de cuivre, d'uranium, sur tous les continents, en fait. Certains ont acquis des champs pétrolifères. Et puis l'Inde loue des terres ou achète des terres dans des pays étrangers. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, à le faire. La Chine en fait autant. L'Arabie saoudite également en fait autant. Certaines terres éthiopiennes, par exemple, malgaches, appartiennent à des firmes indiennes. L'Inde s'affirme également dans le monde à travers sa diaspora. Il y a à peu près 25 millions d'Indiens répartis à travers le monde, notamment en Occident, bien sûr dans l'ancienne métropole coloniale de la Grande-Bretagne. On en trouve beaucoup également aux États-Unis. Ces gens-là, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, en Europe, ont un pouvoir de dissuasion. La diaspora américaine, par exemple, a orienté la politique américaine dans certains domaines, notamment dans le domaine nucléaire. Ça favorisait le rapprochement entre les deux pays. La diaspora indienne au Moyen-Orient joue un rôle tout à fait différent. Elle n'a pas de rôle politique du tout, mais elle joue un rôle économique, car cette diaspora du Moyen-Orient renvoie en Inde 35 milliards de dollars par an. Ceci est considérable, évidemment. J'ai pu le constater, par exemple, récemment au Kerala. Au Kerala, c'est une population mélangée d'hindous, de musulmans, et puis aussi de chrétiens, à peu près à égalité d'ailleurs, davantage d'hindous que les autres communautés, mais quand même pas mal de musulmans. Beaucoup de musulmans du Kerala vont travailler dans les pays du Moyen-Orient, gagnent beaucoup d'argent et investissent dans leur province d'origine. J'ai vu de très très belles propriétés au Kerala qui étaient financées par des gens travaillant au Moyen-Orient. Alors l'Inde fait partie par ailleurs de grandes organisations internationales, la SAARC en particulier. Vous le voyez sur cette carte, la SAARC est une organisation régionale qui regroupe, en plus de l'Inde elle-même, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, le Bhoutan, Sri Lanka, les Maldives et aussi l'Afghanistan. L'Afghanistan qui n'est pas vraiment en Asie du Sud, mais qui est rattaché à cette organisation. Il y a aussi une autre organisation qu'on appelle d'un nom un peu barbare, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC en abrégé. Vous le voyez également sur cette carte. Cette organisation réunit avec l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, les Maldives, donc des pays d'Asie du Sud, et réunit également la Birmanie et la Thaïlande, donc des pays d'Asie du Sud-Est. C'est un pont, en réalité, entre l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, mais sans le Pakistan. Évidemment, ce n'est pas le fruit du hasard. L'Inde et le Pakistan font partie également de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ils coopèrent d'une certaine manière. Il y aura même des exercices militaires communs entre les troupes russes, chinoises, indiennes et pakistanaises. C'est tout à fait nouveau. Ça aura lieu en Asie centrale. L'Inde fait aussi partie du G20. Elle fait partie des BRICS. Vous savez, cette organisation qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Elle fait partie de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et l'Inde participe aussi au sommet est-asiatique. L'Inde est également membre d'un certain nombre d'organisations mondiales, cette fois, pas seulement régionales. Je pense en particulier à l'Organisation mondiale du commerce. Et au sein de cette organisation, on constate une certaine connivence entre l'Inde et la Chine qui défendent des positions communes face aux positions occidentales. Intéressant à noter. Sans la Chine, sans l'Inde, évidemment, les grands problèmes du monde ne peuvent pas être résolus, d'où l'importance de cette organisation. L'action diplomatique de l'Inde s'exerce dans tous les domaines et dans l'ensemble du monde. Il y a 160 ambassades de l'Inde dans le monde, notamment dans les pays arabes, l'Iran, l'Asie du Sud-Est aussi,
en Extrême-Orient, partout en Afrique. Les liens sont étroits avec les États-Unis et les pays européens. Je le citais tout à l'heure à propos de la diaspora, naturellement avec le Royaume-Uni, l'ancienne puissance coloniale, et avec l'Australie également. Il y a des partenariats stratégiques qui se créent avec différents pays, plus ou moins consistants, mais enfin, c'est quand même à noter. Les États-Unis voudraient en fait que l'Inde soit un allié, et l'Inde le refuse systématiquement. L'Inde est prête à se rapprocher, elle le fait, des États-Unis, mais ne veut en aucun cas suivre les États-Unis dans toute leur politique internationale. Par ailleurs, l'Inde participe à des opérations de maintien de l'ordre dans le cadre des Nations Unies. Il y a beaucoup de troupes indiennes, pakistanaises aussi d'ailleurs, et Bangladesh, en Afrique. Alors ceci présente un avantage, bien évidemment. Les officiers, les sous-officiers, les hommes du rang qui vont servir dans ces missions internationales acquièrent des connaissances en matière de maintien de l'ordre, connaissances qui peuvent d'ailleurs leur servir dans leur propre pays après. L'Inde est confrontée, comme beaucoup d'autres pays du monde, au terrorisme, et elle fait partie d'une grande organisation internationale qu'on appelle la Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy et Robbery Against Ships, qu'on appelle en abrégé RECAP. C'est un peu compliqué. Donc c'est une organisation qui lutte contre le terrorisme. Point fort également de l'Inde, ce sont ses forces armées. Il y a 1 200 000 hommes dans l'armée de terre, ce qui fait de l'Inde, de l'armée indienne, la 4e armée du monde, après les armées de terre chinoises, nord-coréennes et américaines. L'armée de l'air est également au 4e rang mondial. La marine se classe au 7e rang mondial. À ces combattants, il convient d'ajouter également des forces paramilitaires considérables. Environ 2 millions d'hommes et de femmes font partie de ces forces paramilitaires. L'Inde, en fait, a une panoplie complète en matière de défense. Elle a des unités qui lui permettent de lutter contre les insurrections. Elle a des unités de dissuasion nucléaire. Et puis, elle est capable également de mener des combats conventionnels. Mais ceci dit, les effectifs, bien évidemment, ne sont pas suffisants à donner de la puissance. Encore faut-il que les infrastructures, que les équipements suivent. Il y a des développements remarquables à ce sujet. Une académie navale, par exemple, extrêmement moderne au nord du Kerala. Le Kerala est un état du sud de l'Inde. Une académie ultra moderne qui se compare avec toutes les académies navales dans le monde. Il y a des bases navales également qui se créent aussi bien sur la côte occidentale que sur la côte orientale. À Porbandar en particulier, qui est une ville du Gujarat, proche du Pakistan, de la frontière avec le Sindh. Je me suis trouvé un jour dans un hôtel justement de Porbandar, et là j'ai vu des jeunes officiers de marine indiens, hommes et femmes d'ailleurs, qui semblaient extrêmement pleins de dynamisme, enthousiastes, et ça faisait plutôt plaisir à voir. Donc une grande base à Porbandar, une base encore plus importante à Karwar, au sud de Goa. Goa était au sud lui-même de la province du Maharashtra, donc très grande base à Karwar, probablement une des plus grandes bases de l'océan Indien, et une autre grande base également en construction à Rambili, au sud de Visakhapatnam, sur la côte est par conséquent. Alors l'armée est équipée de moyens convenables dans certains domaines, en matière anti-char par exemple. L'armée de l'air possède des avions modernes MiG-29, Sukhoi 30. La marine également a des capacités de projection qui participent à la lutte contre la piraterie d'ailleurs en mer d'Arabie et au large du Moyen-Orient. L'Inde dispose de 2 porte-avions, l'un sur la côte occidentale, l'autre sur la côte orientale. Elle a un premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui effectue des essais à la mer, un deuxième est en cours de construction, et l'Inde loue également un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire à la Russie. L'Inde a également des navires de débarquement qui lui permettent de mener des opérations à terre. Dans le domaine de l'espace, l'Inde également excelle. Elle a des missiles sol-sol, elle a des satellites d'observation, dont certains sont consacrés uniquement à des besoins militaires. La marine, par exemple, a un satellite qui lui est dédié. L'armée de l'air va en avoir un bientôt. Ce sont des multiplicateurs de puissance, évidemment, aux forces armées.
l'Inde dispose également de stations d'écoute au nord de Madagascar, aux Seychelles, à l'île Maurice. La composante nucléaire comprend une centaine d'armes, à peu près équivalent d'ailleurs au nombre d'armes possédées, dit-on, par le Pakistan. Armes nucléaires qui peuvent être délivrées par des bombardiers ou par des missiles dont je parlais tout à l'heure. Ces réalisations, donc, tendent à prouver que l'Inde est une grande puissance. En réalité, il faut nuancer ce que je viens de dire, et ce sera la deuxième et dernière partie de mon exposé. Restons dans le domaine de la défense. Il y a des lacunes incontestables. Les tergiversations, par exemple, pour se procurer des armes, nuisent à l'efficacité opérationnelle. La bureaucratie est excessive dans les armées et aussi ailleurs. Il y a une crainte des hauts fonctionnaires civils de prendre des décisions hâtives de peur d'être accusés de corruption. Et il y a eu des affaires de corruption dans le passé. Et puis il y a un problème considérable, important, qui gêne incontestablement l'Inde, c'est la mauvaise entente au sein du ministère de la Défense entre civils et militaires. De manière générale, les militaires sont écartés des décisions importantes, y compris dans le domaine qui est le leur, celui de la sécurité. L'industrie de défense également présente des grosses lacunes. Certes, il y a 41 arsenaux, 9 grandes entreprises d'État, mais ces entreprises n'arrivent pas à fournir les forces armées pour le matériel dont elles ont besoin. Et c'est pour cette raison-là que l'Inde est le premier importateur d'armement du monde, tout simplement parce que son industrie de défense n'est pas capable de fournir les équipements dont les forces armées ont besoin. Premier importateur, certes. Alors il y a des progrès qui se réalisent, c'est vrai, dans le domaine de l'industrie de défense. Le Premier ministre Modi envisage par exemple de développer beaucoup le secteur privé. Et c'est vraiment à la mode maintenant, mais il faut attendre pour savoir si ça va être efficace ou pas. Les forces armées elles-mêmes montrent en puissance. Il y a un corps d'armée qui va être bientôt mis sur pied pour couvrir la partie nord de l'Inde face donc à la Chine. Mais les structures opérationnelles indiennes sont extrêmement compliquées. Il y a de très nombreux commandements de l'armée de terre, de l'armée de l'air, qui ne sont pas situés au même endroit. Donc une coordination qui se fait très très mal, contrairement à ce qui se produit pour la Chine. La Chine a un seul commandement interarmé pour tout le front concernant l'Inde et l'Asie centrale. L'Inde a 7 grands commandements de l'armée de terre, 7 grands commandements de l'armée de l'air et 3 commandements de la marine. Alors vous voyez un petit peu la complication qu'il peut y avoir. Et puis l'armée de terre manque d'un certain nombre de matériel dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas assez de canons, de busiers, d'armes antiaériennes, de véhicules blindés d'infanterie, de génie, d'hélicoptères et même d'appareils de vision nocturne. L'armée de l'air est en sous-effectif. Elle devrait avoir 45 escadrons de combat, elle n'en a que 33. Quant à la marine, elle a une flotte sous-marine très nettement insuffisante. Les bâtiments de surface également ne sont pas suffisants. Il n'y a pas de dragueurs de mines vraiment efficaces, ce qui évidemment est extrêmement gênant pour protéger les approches des bases navales. Et de plus, il y a eu des accidents graves dans la marine indienne. Il faut vraiment douter de l'efficacité de cette marine. De plus, dans les 3 armées, les pièces de rechange et de munitions ne permettraient pas de mener une guerre prolongée. L'armée de terre, par ailleurs, est très engagée dans la lutte contre les insurrections, si bien qu'elle ne s'entraîne pas pour sa mission principale, qui est celle, évidemment, de défense des frontières face à la Chine et face au Pakistan. Dans le domaine de la cyberdéfense, grave lacune également du côté indien. L'Inde est très vulnérable aux attaques de cyberdéfense, de la Chine en particulier, mais même du Pakistan. Puis il y a un manque de coordination également entre les armées. Il n'y a pas de chef d'état-major des armées. Chaque armée a ses propres politiques, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Les responsables politiques n'envisagent pas du tout de créer un poste de chef d'état-major des armées, comme ça existe dans les grandes armées du monde. Et puis il y a de très mauvaises liaisons entre les forces militaires et les forces paramilitaires. Pour une raison simple, c'est que les forces militaires, évidemment, dépendent du ministère de la Défense. Les forces paramilitaires, pour la plupart, pas toutes, pour la plupart, dépendent du ministère de l'Intérieur. C'est une carence grave, bien évidemment.
Ce qui nuit également à la puissance de l'Inde, évidemment, c'est la présence d'insurrections. Vous voyez sur cette carte les insurrections majeures que connaît l'Inde actuellement, au Cachemire, dans le centre du pays également, et dans le nord-est. Elles coûtent cher, ces insurrections, en hommes, en argent, et elles retardent bien sûr le développement économique. Arrêtons-nous un petit peu sur le problème du Cachemire. Vous voyez ici la répartition du Cachemire au point de vue administration. Le Cachemire historique, tel qu'il existait à l'époque coloniale britannique, est aujourd'hui divisé et administré par 3 pays. L'Inde, le Pakistan et la Chine. Vous le voyez sur cette carte. L'Inde et le Pakistan revendiquent la totalité du Cachemire. Cette carte l'indique. La Chine consolide ses positions au nord depuis les années 1950 en réalité, grâce à des grignotages dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde. La guerre de 1962, par exemple, qui opposait l'Inde à la Chine, a permis à la Chine de récupérer un certain nombre de territoires au Ladakh, qui est la partie nord-est du Cachemire. L'Aksai Chin, c'est aujourd'hui chinois, c'était britannique à l'époque coloniale. Les Indiens n'ont pas vu du tout ce qui s'est passé dans les années 50. Les Chinois ont construit une route reliant le Xinjiang au Tibet. Les Indiens s'en sont aperçus plus tard. L'Inde déploie 600 000 hommes au Cachemire, ce qui est considérable. Forces militaires et forces paramilitaires. Pourquoi autant d'hommes? Pour mater l'insurrection, mais pas seulement pour ça. Tout simplement parce que le Cachemire est une région stratégique aux confins du Pakistan, de la Chine, aux confins de l'Asie du Sud et de l'Asie centrale. Donc même s'il n'y avait pas d'insurrection islamique au Cachemire, il serait nécessaire pour l'Inde d'avoir des contingents militaires significatifs. Le Cachemire est l'une des régions du monde les plus militarisées. La Chine, à vrai dire, n'est pas seulement agressive au Cachemire, elle l'est aussi dans l'Himalaya, partout, de l'ouest à l'est. La frontière est contestée. Il n'y a pas de reconnaissance officielle par la Chine de la frontière telle qu'elle existait à l'époque britannique. Cette frontière est contestée en particulier en Arunachal Pradesh, vous voyez sur la droite de la carte, qui est administrée par l'Inde, que la Chine revendique en totalité. Ça fait quand même 90 000 km². La Chine appelle d'ailleurs l'Arunachal Pradesh le Tibet du Sud, ce qui veut tout dire. En réalité, les menaces extérieures et les menaces intérieures s'interpénètrent. S'interpénètrent parce que les Pakistanais aident les insurrectionnels islamistes au Cachemire et les Chinois aident les insurgés de l'Assam et des autres provinces du nord-est de l'Indien. La Chine n'aide pas probablement les insurrections maoïstes du centre de l'Inde que je n'ai pas mentionnées, qui sont d'ailleurs maintenant en voie d'être non pas contrôlées, mais il y a une amélioration de la situation dans cette région. Mais la Chine intervient beaucoup pour soutenir les insurgés qui agitent le nord-est de l'Inde. Les services de renseignement indiens également ne sont pas à la hauteur, ils sont défaillants. Il y a des effectifs insuffisants, il y a un manque d'experts linguistiques flagrant, y compris en ce qui concerne le Pakistan et la Chine. Et puis le budget de la défense n'est pas non plus à la hauteur des enjeux. 1,6% du PIB, ce qui est peu. Le Pakistan en consacre le double. Et l'Inde doit faire face à de multiples menaces, internes et externes, je l'ai dit, doit défendre 15 000 km de frontières terrestres et 7 500 km de frontières maritimes. Frontières terrestres qui ne sont donc pas définies avec la Chine, je l'ai dit, et frontières maritimes qui ne sont pas non plus définies avec le Pakistan.
L'Inde également se caractérise par une faiblesse de son économie. L'Inde n'est pas assez prospère pour dégager des fonds suffisants pour la défense. Le taux de croissance, certes, est de 7%, ça paraît énorme. Mais en réalité, compte tenu de l'accroissement démographique, l'Inde fait du surplace, même en progressant sur le plan économique. La recherche et le développement restent à la traîne. L'Inde se classe mal en matière d'innovation. Et puis l'Inde est mal dotée en matière de ressources naturelles, hormis le potentiel qui existe pour l'énergie hydraulique et le charbon. Par contre, elle a des réserves les plus importantes du monde en thorium. Il faut craindre à l'avenir également une perte de l'autosuffisance alimentaire. Pour le moment, l'Inde arrive à se suffire sur le plan alimentaire. Ça ne sera pas forcément le cas à l'avenir. La libéralisation également des mesures économiques, des mesures financières, se fait mal. L'Inde a imposé récemment une taxe unique au niveau des pays des biens et des services. C'est un peu l'équivalent de notre TVA. Cela a demandé beaucoup de difficultés et sa mise en application actuellement n'est vraiment pas satisfaisante. Les lois du travail sont extrêmement complexes et rigides, ce qui décourage les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers. Le système juridique est sur le point de s'effondrer par manque de juges et à cause de la corruption. Les infrastructures également sont insuffisantes. Des coupures d'électricité qui gênent la production industrielle. Les réseaux routiers et ferroviaires ne sont pas satisfaisants. Au point de vue port, il y a assez peu de ports en eau profonde en Inde. Certains se développent, c'est vrai, notamment dans le secteur privé. Mais pour le moment, l'Inde est obligée de compter encore beaucoup sur le port de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Colombo est un grand port en eau profonde. Les gros bateaux accostent à Colombo et des bateaux plus petits prennent la relève à partir de Colombo pour desservir en particulier l'Inde. Car l'Inde n'a pas assez de ports en eau profonde et elle n'a pas assez investi sur les sites qui pourraient se développer. L'Inde n'a pas de vision en matière stratégique, en réalité maritime. Elle a une flotte marchande assez négligeable. Il y a beaucoup de marins indiens, mais la plupart de ces marins indiens, les 2 tiers en réalité, sont 70 000 au total, servent dans des compagnies étrangères. Les économies d'Asie du Sud sont également très peu intégrées. Je vous ai parlé de la SAARC, c'est une organisation régionale qui réunit donc l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et les autres pays tout autour. Eh bien, ces pays sont très mal intégrés, tout simplement parce que les relations, évidemment, entre l'Inde et le Pakistan sont mauvaises. L'Inde ne commerce avec ses voisins que pour 2% de ses échanges globaux, ce qui est évidemment très peu. Malgré les différents frontaliers dont je parlais tout à l'heure avec la Chine, les relations commerciales entre la Chine et l'Inde se développent. Mais elles sont très déficitaires pour l'Inde. L'Inde exporte des matières premières, du fer en particulier. La Chine, au contraire, exporte des produits manufacturés. Au fond, ce sont des relations entre un pays développé et un pays qui ne l'est pas. La Chine impose avec succès ses normes économiques et techniques, ce que l'Inde ne peut pas faire. Et la Chine continue toujours d'attirer davantage les investisseurs étrangers que l'Inde. L'Inde également a une diplomatie défaillante. C'est vrai qu'il y a un Premier ministre hyper dynamique, brillant certainement, charismatique, qui cherche à développer les relations politiques, économiques de l'Inde avec tous les pays du monde. Il réussit très bien. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un outil diplomatique à la mesure, ce qui n'est pas le cas. L'Inde a certes 160 ambassades à travers le monde, mais dans certaines ambassades, il n'y a même pas d'ambassadeur. Il y a des chargés d'affaires. L'Inde est de plus en plus présente en Afrique, c'est vrai. 40aine de pays sur les 54 que continue le continent. Mais dans certaines ambassades indiennes en Afrique, il n'y a pas d'ambassadeur depuis de nombreuses années. Les diplomates indiens ne sont que 900 à servir dans l'administration centrale et à travers le monde, ce qui est assez peu en définitive. Et l'Inde n'a pas non plus de réseau de centres culturels, contrairement à la Chine, qui a les centres Confucius. Il y a des centres culturels indiens dans le monde, mais il y en a très peu. Un doit être créé en France d'ailleurs, mais il aurait dû être créé déjà il y a quelques années. Mais ça n'avance pas très vite. Il y en aura peut-être un l'année prochaine, je ne sais pas. Et puis alors, il y a également le problème de la population musulmane. L'Inde, finalement, est le 3e pays du monde en matière, en ce qui concerne la population musulmane, après l'Indonésie et le Pakistan. Grâce à cette population musulmane, l'Inde pourrait espérer avoir des bonnes relations avec les pays arabes, avec l'Iran. Elle pourrait espérer faire partie de l'Organisation de la coopération islamique. Eh bien, elle n'en fait pas partie, parce que le Pakistan s'y oppose.
Donc c'est une carence, bien évidemment. L'Inde ne fait pas partie non plus du groupe des fournisseurs nucléaires. Et puis, le but essentiel de sa diplomatie, c'est de, bien sûr, faire partie du Conseil de sécurité à titre permanent. Elle n'est pas prête d'y arriver, car la Chine s'y oppose. Et pourtant, elle pourrait le prétendre. Deuxième pays du monde par sa population. Ce n'est pas le cas. Les indicateurs sociaux, par ailleurs, sont franchement mauvais. La pauvreté, l'analphabétisme, la mortalité infantile. Le système de santé est défectueux. C'est vrai qu'il y a un secteur de santé privé remarquable. La chaîne Apollo, par exemple, des hôpitaux sont tout à fait exceptionnels, mais tous les Indiens ne peuvent pas en profiter, bien sûr. Le système éducatif. Je vous citais au début de mon exposé l'excellence des instituts technologiques et des écoles de commerce. C'est vrai. Mais le nombre d'ingénieurs, le nombre de gens formés par ces instituts est nettement insuffisant compte tenu des besoins. À tel point que les grandes entreprises indiennes qui recrutent des ingénieurs commerciaux, etc., sont obligées de faire une formation complémentaire. Des grandes firmes indiennes ont créé leur propre institut de formation pour pouvoir améliorer la formation des gens formés en amont. Le nombre de techniciens est globalement trop faible. Et puis, la démographie est extrêmement déstabilisante, perturbatrice même. 1,3 milliard d'habitants, c'est un facteur de force, mais ça peut aussi être un facteur de faiblesse. Si les gens n'ont pas d'emploi, que vont-ils devenir? Des ordres sociaux à prévoir. Le système des castes, je n'aborderai pas le problème, il existe bien sûr. Le système des castes fonctionne, les gens se marient entre castes, mais dans les villes, le système des castes compte peu, les gens se côtoient. Ce n'est pas un obstacle, les castes, à mon avis, au développement de l'économie, mais il existe. Il faut tenir compte que chaque année, l'Inde doit trouver du travail pour 12 millions de jeunes supplémentaires. Trouver du travail pour 12 millions, c'est pas évident tout de même. Hein. Donc il est à craindre que des violences se produisent. L'Inde est déjà un pays violent. Elle a toujours été dans l'histoire. Ce n'est pas le seul pays du monde à être un pays violent, bien évidemment. Mais si le concept de non-violence a été créé à l'époque du bouddhisme, à l'époque du jainisme, repris par Gandhi contre les Britanniques, si ce concept de non-violence a été créé, c'est parce que justement il y avait de la violence. Pourquoi créer un concept de non-violence s'il n'y a pas de violence? Donc il y a des violences qui se manifestent entre ethnies, hindous, musulmans, entre religions donc. Les migrations internes également posent des problèmes. Les États les plus pauvres, le Bihar par exemple, envoient des travailleurs dans d'autres provinces indiennes plus favorisées, plus développées. Eh bien parfois ça se passe mal. Et puis il y a surtout, et j'en arriverai à la fin de mon exposé, le problème majeur qui existe entre hindous et musulmans, qui fragilise le pays. Certes, l'Inde n'est pas à feu et à sang, bien sûr, mais il y a tout de même des incidents permanents entre hindous et musulmans, pour des motifs parfois les plus futiles. Il faut avoir présent les chiffres. L'Inde, je l'ai dit, c'est 1,3 milliard d'habitants. Sur ce 1,3 milliard d'habitants, il y a 950 millions d'hindous et 180 millions de musulmans. Donc, les hindous sont nettement majoritaires dans leur pays. Mais, si l'on élargit un petit peu le champ d'observation, si on inclut l'ensemble de l'Asie du Sud, et notamment, bien sûr, les deux pays qui jouxtent l'Inde, le Pakistan à l'ouest, le Bangladesh à l'est, eh bien, évidemment, la proportion des hindous n'est pas aussi importante qu'on le croit. En Asie du Sud, globalement, il y a probablement 1 milliard d'hindous, ce qui est considérable, bien sûr, mais il y a en face 550 millions de musulmans. Et ces musulmans forment la communauté islamique la plus importante du monde. Il faut le savoir. Il y a des idéologues musulmans, indiens, pakistanais, Bangladesh, dont il faudra tenir compte à l'avenir. Et les Indiens, finalement, se sentent un petit peu seuls dans le monde. C'est un peu bizarre. 1 milliard d'hindous, malgré tout, ils sont un peu seuls parce que les 550 millions de musulmans d'Asie du Sud se
retrouve dans une Oumma d'1,5 milliard d'individus. Donc les musulmans se sentent un petit peu forts finalement par rapport aux hindous. Et puis alors il faut faire la comparaison, je crois, de l'évolution démographique entre ces trois pays que je viens de citer, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh. Dans le territoire qui constitue l'Inde d'aujourd'hui, il y avait en 1947 à peu près 300 millions d'habitants. Il y en a aujourd'hui, je vous l'ai dit, 1,3 milliard. Ce qui veut dire que la population indienne a augmenté de 4, ce qui est évidemment considérable. Prenez le cas du Bangladesh. Il y avait dans ce qui constitue le Bangladesh, aujourd'hui, il y avait en 1947 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, les Bangladais sont 160 millions. Et les Bangladais sont essentiellement musulmans. La population bangladaise musulmane a donc augmenté de plus de 5 depuis 1947. Prenons le cas du Pakistan. En 1947, le Pakistan actuel, l'ancien Pakistan occidental donc, comprenait 30 millions d'habitants également. Aujourd'hui, les Pakistanais sont, disons, 220 millions d'habitants. Ce qui veut dire que la population pakistanaise musulmane, à 95%, 97%, la population du Pakistan a été augmentée par plus de 7. Alors vous voyez la position des hindous. Ils ont à la fois un sentiment de supériorité numérique, mais en même temps un sentiment d'infériorité par rapport aux musulmans, parce qu'ils constatent, chez eux d'ailleurs pour commencer, que le taux de natalité chez les musulmans est beaucoup plus important que celui des hindous. Donc il y a un risque à terme évidemment. Et c'est un clash de civilisation qui pourrait déboucher sur quelque chose de grave. J'en arrive à ma conclusion. Il faut dresser un bilan. Ce qui frappe en Inde, en fait, ce sont les contrastes. On trouve des îlots de prospérité et des poches de pauvreté. Comme certains observateurs l'ont dit, on peut tout dire de l'Inde, et même l'inverse, et tout sera vrai. Comme disait aussi un ancien ambassadeur américain, l'Inde est un chaos, mais un chaos qui fonctionne. Les deux principales religions, l'hindouisme et l'islam, peuvent constituer des obstacles au progrès, les deux. Les hindous extrémistes, je dis bien extrémistes, pas tous les hindous, les hindous extrémistes s'opposent, sans réel succès d'ailleurs, il faut le dire, à l'aménagement des fleuves considérés comme sacrés. Les musulmans conservateurs, je dis bien conservateurs, pas tous, affichent une réticence à éduquer les filles. Les radicaux hindous et musulmans refusent toute planification familiale, parce que dans le subconscient musulman, il s'agit de récupérer une supériorité numérique et peut-être de recréer en Asie du Sud un empire moghol, qui le sait, qui était dirigé évidemment par des musulmans. Et puis les fanatiques hindous, les extrémistes hindous, évidemment ne veulent pas de planification familiale, ils veulent conserver en Inde même la suprématie numérique. Alors, les progrès de l'Inde sont indéniables, incontestablement, depuis l'indépendance. Mais s'ils se trouvent partiellement annihilés par un accroissement démographique qui est encore trop élevé. Tout en avançant, l'Inde fait du surplace. Il y a une inadéquation entre les ressources et les besoins qui peuvent remettre en cause son développement. Et je citerai l'eau, qui est un bien évidemment indispensable, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. L'eau pourrait venir à manquer et provoquer des récessions, elles-mêmes susceptibles de déclencher des troubles graves. La pollution de l'air et de l'eau met en péril la santé de la population. Ce n'est pas spécial à l'Inde, la Chine connaît les mêmes problèmes. Mais la Chine fait davantage d'efforts en matière de lutte contre la pollution que l'Inde. Le manque de sources d'énergie également est un frein supplémentaire. Alors ceci dit, l'Inde est sans conteste une puissance régionale en Asie du Sud, bien sûr. Elle domine largement les autres pays de la SAARC, cette organisation régionale dont je parlais. Son PIB représente 80% de l'ensemble de cette association. Donc il y a une disproportion très grande. L'Inde est une puissance régionale, bien sûr. Seul le Pakistan peut contester sa prédominance, dans le domaine militaire en particulier, grâce à une force de dissuasion
dont la crédibilité est grande, tout simplement parce qu'elle est aux mains des militaires. La dissuasion indienne est aux mains des civils, la dissuasion des nucléaires pakistanaises est aux mains des militaires. Mais le Pakistan ne fait quand même pas le poids par rapport à l'Inde. Il y a une différence de niveau. Au niveau mondial, l'Inde donne l'impression d'un pays déconcertant, sans vision stratégique. Et pourtant, il y a de formidables énergies, de véritables talents, de bonne volonté qui se déploient sur son vaste territoire et dans sa masse humaine d'1,3 milliard d'habitants. Par sa dimension géographique et humaine, l'Inde ne peut évidemment pas laisser indifférent le monde. L'Inde est courtisée par de nombreux pays industriels, car elle constitue un énorme marché, important pour le pétrole, pour le gaz, pour les matières premières, mais aussi en produits manufacturés. En ce sens, le poids de l'Inde est considérable. Elle compte dans le monde. Elle influence, car ses besoins doivent être pris en compte. Ce n'est plus un pays objet, c'est un pays sujet. Elle n'est pas une grande puissance mondiale, mais elle en possède des attributs. Population importante, jeune, dynamique, partiellement bien instruite, richesse agricole et même minière, des technologies de pointe dans certains secteurs, une capacité de s'ouvrir sur le monde grâce à diaspora et à ses forces militaires dotées de l'arme nucléaire. Mais l'Inde ne sera vraiment une grande puissance que si elle arrive à assurer sa transition démographique, et on en est encore loin, et si elle met un terme aux insurrections qui la déchirent. Je vous remercie pour votre attention.